On va parler du phénomène good news, bad news. Good news, donc le taux de chômage aux États-Unis a baissé et la création d'emplois a augmenté. Ce qui fait en sorte que ce sont des mauvaises nouvelles pour les investisseurs parce qu'ils craignent l'augmentation de l'inflation et une augmentation aussi du taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça fait une augmentation du taux d'intérêt pour une compagnie? Ben, c'est assez simple. Un taux d'intérêt élevé peut nuire aux entreprises et faire baisser leurs bénéfices. Donc, c'est pour ça que les investisseurs ont décidé de vendre suite à cette nouvelle. Ceci étant dit, passons aux analyses de marché. Commençons avec les principaux indices et secteurs. Si je commence avec le côté canadien, on a le OSPTX qui est, oups, on va aller, OSPTX.TO qui est le TSX Composite Index de Toronto. Alors, cette semaine pour Toronto, on est dans une petite pause, toujours en tendance haussière, au-dessus de la Tenkan. Mais on voit très bien par cette chandelle rouge une petite pause, très très petite. Continuons. Qu'est-ce qui a marqué le secteur canadien? Alors, on a ici ITT, UT. Alors, les utilities sont toujours très fortes au côté canadien. Donc, on est toujours très haussier. Les utilities, c'est les services d'eau et les services d'électricité, entre autres. Si on poursuit côté toujours canadien, qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? On a toujours les finances qui sont à la hausse. Donc, tout va bien du côté des banques, des institutions financières, des compagnies d'assurance. Continuons côté canadien, toujours avec ITTCS. Donc, c'est l'indice à la consommation de base, donc la nourriture, les épiceries, tout ça, donc tout ce qui est essentiel. Alors, belle semaine de hausse. On a vu que Chico a rebondi sur les prix, donc on n'est pas passé dans un range ni dans un état baissier pour Consumer Staple, qui est la consommation de base. Si on poursuit aussi avec la consommation discrétionnaire, ITT, j'ai pris un ITT-CD. Alors, la consommation discrétionnaire, toujours dans cette tendance haussière. Alors, beaucoup de volatilité au niveau du TSX discrétionnaire, donc toujours dans le marché canadien. Je rappelle que le discrétionnaire, c'est tout ce qui est non essentiel, l'achat d'un bateau, d'un sidou, d'une motoneige, d'une tondeuse, peu importe, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas consommation de base, ça rentre là-dedans. Quoi d'autre intéressant ici? Oui, ITT, IN, on a les industries canadiennes qui viennent de nous faire un breakout cette semaine. Alors, après plusieurs semaines, plusieurs mois de range, enfin, on commence à s'extirper de ce range. Et on voit que Chico est bien libre ici, là, au-dessus. Donc, on a fait un plus haut cette semaine. Alors, nos compagnies canadiennes, l'industrie va bien de ce côté. En ce qui concerne le gold, cette semaine, nous avons fait une petite baisse. Le gold est toujours dans une situation de consolidation. Le Chico n'est toujours pas entré sous les prix. Alors, on pourrait assister cette semaine facilement à un rebond sur les prix et retourner à la hausse pour le gold.
justement à cause des annonces faites vendredi. Le gold pourrait devenir une valeur refuge. Alors, voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, le SP 500, les 500 meilleures compagnies des États-Unis, on est présentement à la baisse équivalent à peu près à 2 ou 3 semaines de hausse. Tout à fait normal, rien à craindre, on est en surchauffe, on est présentement en surachat sur les indices et surtout les valeurs technologiques. Donc, tout à fait normal qu'on revienne rejoindre la zone d'équilibre, au moins la rouge, ici la ligne rouge, la Tenkan. Vous allez remarquer que SP500, le Nasdaq, les valeurs technologiques et les indices de l'intelligence artificielle ont tous le même graphique. Alors passons au Nasdaq. Vous allez remarquer que c'est la même configuration graphique que le SP500. Et voilà. Passons maintenant aux valeurs technologiques. On a la même chose. Et qu'est-ce qui draine les valeurs technologiques présentement? Eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on a la même configuration dans tous les cas. Et dans tous les cas, on est en surchauffe, en surachat. On doit revenir à la zone d'équilibre. Un petit mot maintenant du US face au dollar canadien. Alors, USD face au dollar canadien. Alors, donc le US prend de la valeur face au dollar canadien. On entre dans le nuage. Alors, maintenant, allons voir le BTC côté face au dollar américain. Alors, vendredi, une petite baisse. On a un niveau ici qui est très travaillé. On se souvient ici que ça avait été rejeté à ce prix-là et on est en train de rejeter encore à nouveau. Est-ce que ça va passer à la baisse ou pas? On va le savoir dans les 2-3 prochaines semaines si ce niveau tient encore ou s'il a été cassé. Donc, si la semaine prochaine il est cassé à la baisse, on pourra aller à quel niveau? Et pour ça, il va falloir retourner en mensuel. On pourrait se rendre, aller vérifier le niveau du nuage. Donc, on pourra assister encore à une baisse d'environ 17% et on serait toujours quand même en marché haussier au-dessus du nuage en mensuel. Alors, j'ai choisi investing.com pour vous afficher le graphique du Bitcoin parce que sur ma plateforme de TC2000, il me manque, j'ai pas assez de données pour le Bitcoin. Donc, on va vous faire une analyse graphique, mais à partir de investing.com pour le Bitcoin. Alors, le BTC USD, on va descendre ici, on va aller voir le chart. Bien, parfait. On va agrandir l'écran ici. On va mettre des chandeliers japonais. Oups, c'est ici, chandelier japonais. On va le remettre pas en daily, mais plutôt en weekly, comme ça. Et on va lui placer un indicateur qui est une moving average. Et la moving average la plus forte, la plus puissante, c'est vraiment la moving average 200 périodes. Donc ici, on a 9. On va changer ça pour une 200. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe avec la moving average dans le Bitcoin? Remontons assez loin dans le passé. Je ne sais pas si je peux agrandir l'écran un peu comme ça. Parfait. Allons voir le plus loin qu'on peut dans le passé. Et je pense que vous avez une petite idée à quoi je veux en venir. Alors, on est assez loin. Là, présentement, le Bitcoin est autour ici, là, en 2013, est autour de
36 $, donc c'était pas trop cher. La moving average commence ici. Donc on est en mois de mai, le mois de mai 2014. Regardez bien ce que ici, toucher moving average, toucher, toucher, reparti. Donc on est toujours par-dessus moving average 200. Ici, on s'en éloigne beaucoup. Le marché est en surchauffe. Il est en surchauffe solide. Alors, il faut revenir à un moment donné à la zone d'équilibre. Et la zone d'équilibre est parfois la moyenne mobile 200. On voit très bien ici. On arrête dessus. On continue, on continue. On est reparti à la hausse. Donc, depuis 2014, ça fait 5 ans. On est en 2019. Même ici, on est en 2020. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on n'est toujours pas passé baissier sous la moyenne mobile 200. Ici aussi, vous avez un autre exemple. Ici, on est passé en dessous. On est revenu par-dessus. On est reparti en fou. On est toujours haussier. Toujours haussier. Hop, ici, un gros roof. Mois qu'on est passé en dessous sans aller trop loin. Donc, ceux qui voulaient shorter c'est pas là qu'ils auraient fait le plus d'argent. On repasse par-dessus ici, on fait un pullback, on repasse encore en dessous. Ah, on va shorter, mais non, ça marche pas. On repasse par-dessus ici, on revient haussier et très haussier encore. On est en 2024. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé pour le moment encore sous la moyenne mobile 200. On est toujours haussier. Le Bitcoin est toujours haussier par-dessus la moyenne mobile 200. Et qu'est-ce qui arrive la semaine dernière? Et qu'est-ce qui commence cette semaine? Donc, pour moi, personnellement, c'est une zone d'achat. Parce que le passé nous a dit que la moyenne mobile 200 fait bien son travail pour retourner à la hausse par après. Donc, pour moi, ce n'est pas un moment de panique pour le Bitcoin, c'est plutôt une opportunité d'achat. Donc, je vais acheter du Bitcoin. J'en avais acheté ici lorsqu'il a fait un double creux. Je vais en acheter encore ici. Donc, je suis pas mal toujours dans la même zone. Et lorsque le Bitcoin va repartir, moi, j'aurai une moyenne cost average environ à 70 000 à peu près. Et lorsqu'on va aller chercher le haut, ici, alors autour des 70 000 jusqu'au haut, et voilà, ça donne une augmentation de pratiquement 75%. Donc, j'aurais acheté et j'aurais fait 75% de profit. Alors, si j'ai 10 000 ici, je fais 7 500 $ de profit en quelques mois. Donc, si on va aller chercher le plus haut. Donc, c'est une belle zone de rebond, la moyenne mobile 200. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont procurés le guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku, et tous ceux qui veulent en savoir plus. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver dans le guide mes deux stratégies, Swing Trading et DCA Dynamique. J'ai des captures d'écran aussi pour vous donner des exemples, checklist personnelle pour entrer en position, comment éviter les pièges et le money management. Enfin, tout ça et plus encore dans le guide Le pouvoir de l'Ishimoku. Je vous rappelle que c'est seulement 59 $, très accessible à tous. Ce n'est pas une formation à 2000 ni à 5000 pour tous les débutants qui veulent commencer en bourse et commencer à être rentables rapidement. Alors, pour tous ceux qui ont de la difficulté présentement en trading, je vous suggère mon guide pratique, Le pouvoir de l'Ishimoku, pour commencer à trader dès maintenant. Pour tous ceux qui aiment ce genre de vidéos d'analyse que je fais à chaque semaine, et parfois je vous donne quelques petits extras dans mes vidéos, mais je vous invite à partager, à liker et surtout à vous abonner. Cela aide vraiment à faire vivre la chaîne. Merci, bonne semaine à tous et bon trading. À la semaine prochaine.